Alors moi, je dois défendre celui-là, mais on aurait bien pu échanger avec Françoise. D'abord, mes conflits d'intérêts. Effectivement, là, ils peuvent jouer sur le sujet. Et puis, on va commencer par un cas clinique, pour vous réveiller un petit peu. C'est une histoire vraie, hein. C'est mon collègue, comme on le voit ici, qui était chef du service de gynéco-obstétrique au CHU à Dijon, qui est né en 1929 et que j'ai vu pour une cataracte apparue dans le cadre d'une myopie. Oui, il avait une vue quand même un petit peu abaissée. Je l'ai opéré de cataracte de chaque côté en 1993. Et puis, comme toujours, c'est les bons cas. Il a bien vu après. Sa pression avant était normale. Après, elle était un petit peu plus basse que classique. Il a une capsulotomie d'un côté. Et puis, comme il était médecin, comme c'était un collègue, vous savez ce que c'est, il venait de temps en temps, vraiment quand il avait le temps. Et puis, quand même, il est venu quand même pas mal de temps après pour des halos lumineux. Et ces halos lumineux étaient en rapport, vous voyez, avec une vue à droite un peu abaissée, mais en décentrant. D'autre côté, sa vue était encore correcte, mais surtout, il avait une pression très élevée à 37 et 40, et il n'avait eu aucune visite ophtalmologique pendant 7 ans. Étant myope, l'angle était ouvert, pas de surprise. Mais à la lampe à fente, on a évoqué le nom de Bob Rich ce matin. Il décrit ça comme un overlap syndrome, c'est-à-dire l'apparition de quelque chose de nouveau sur quelque chose d'existant. Et donc, il a développé avec l'âge, ce qui est classique aussi, une exfoliation capsulaire avec une pression, et vous voyez, des deux côtés, puisqu'il est resté 7 ans dans la nature. Alors, je vous montre le reste du tableau. Vous voyez, ces papilles, certes des papilles myopes, mais qui ont quand même souffert au niveau de la structure. Le champ visuel, alors là, il n'y a pas trop de dissociation entre la structure et la fonction, déjà bien entamé, hein, avec un point de menace, comme on dit, threat fixation. Accessoirement, le GDX s'était passé complètement à côté, mais bon, c'est entre nous. Et puis, un vieil OCT, j'aime bien les montrer, vous voyez, il y avait la disparition complète des bosses, et quand même, la structure avait beaucoup souffert. Alors, c'est sûr que ce patient, il avait un profil chirurgical, et moi, je lui ai dit, il faut t'opérer, tu as une exfoliation capsulaire, tu as traîné 7 ans, tu as 40, il faut absolument t'opérer. Il n'a jamais voulu en entendre parler, bien entendu. Je lui ai dit, à ce moment-là, on va te traiter, mais ça ne va pas durer longtemps, je t'opère dans 2 mois. Et je lui ai donné une combinaison, je ne vous dirai pas laquelle, parce que je me suis déjà fait reprendre, parce que j'avais dit le nom, mais bref, il y avait une prostaglandine et puis un bêta-bloquant dedans. Et voilà le profil de pression, vous voyez, il est tombé de 40 à 10, et donc j'ai un peu perdu de vue, mais je revois de temps en temps, j'aurais dû mettre le croquis à jour. Il est toujours à peu près dans ces eaux-là, en termes de pression, avec une combinaison. Et puis, si on fait en termes de progression, alors les champs visuels, il vient les faire quand il veut, hein, c'est pour ça qu'il en manque un petit peu à la fin. Vous voyez que la courbe est en gros, la fiabilité est moyenne, mais la courbe est horizontale, et avec ce traitement, il ne s'est pas dégradé par rapport au début. Alors, un cas n'a pas valeur d'exemple, évidemment, mais dans ce cas-là, une combinaison donnée en première intention a rempli les attentes du patient. Vis-à-vis du médecin, elle l'a un petit peu soulagé de son angoisse de le voir progresser davantage. Ça ne veut pas dire qu'il est terrible à faire, mais ça fait quand même pas mal d'années avec une combinaison. La structure également, vous voyez que le HRT, c'est resté à peu près pareil, puis le suivi d'OCT, quand il vient les faire, c'est encore pareil. C'était bas, certes, mais ça ne s'est pas dégradé, donc c'est dire qu'il a été bien contenu. En fait, on peut se poser la question, est-ce qu'il faut associer les traitements médicaux dans le glaucome? Avant de s'intéresser en glaucome, moi, ce qui me frappe toujours, c'est ces données de l'OHTS, où vous savez que c'est une étude qui avait regroupé 1636 patients, dont la moitié avait été traitée avec un objectif pressionnel modéré, puisqu'on demandait 20% de baisse pressionnelle. Ce n'est pas beaucoup. Eh bien, pour obtenir 20% de baisse pressionnelle, il a quand même fallu, dans 40% des cas, donner 2 principes actifs, et puis dans 10% des cas, 9% en donner 3. C'est-à-dire que pour traiter un hypertone oculaire avec un objectif modéré de 20% de baisse par rapport à la PI ou de baseline, eh bien, il faut déjà associer 1 fois sur 2. Alors, dans les glaucomes, c'est quand même encore autre chose. Et puis, vous êtes d'accord que la modestie veut qu'on reconnaisse que nos opérés, quel que soit le type de chirurgie, 5 ans après, on a quand même encore besoin des gouttes. Et ce n'est pas forcément un seul principe actif, c'est 2.
Donc, nécessité d'associer, ben oui, parce que le glaucome, c'est une maladie grave, puis on fait ce qu'on peut. Quels sont les avantages? Bien sûr, je ne vais pas dire les inconvénients. Les avantages, j'en ai listé un certain nombre, ça traîne partout, mais je vais surtout détailler l'efficacité, l'aspect de la tolérance, l'observance, parce qu'il y a des données anciennes, tout compte fait, on dit que c'est controversial, mais pas tant, il y a des controverses là-dessus, pas tant que ça. Et puis ce qu'on peut ajouter pour les patients, c'est quand même très utile. Les patients, ils ne sont pas capables de dénommer le nom, ils disent il y a un bouchon rouge, un bouchon vert, mais on peut se tromper, donc c'est plus simple quand on n'en a qu'un. C'est plus simple pour le patient et les aidants, parce que les aidants, ça fait partie du glaucome aujourd'hui. Hein. L'effet de lavage, vous savez, c'est classique, quand on met une goutte, le cul-de-sac, il a une quantité très minime, une goutte, ça fait 30 microlitres. Si on en met une deuxième tout de suite après, on va tout laver, donc la première n'aura pas d'effet, ça a été parfaitement décrit ça. Et puis bien sûr, si on s'intéresse à la surface oculaire, et si ce sont des gouttes avec un conservateur, eh ben, le fait de mettre une combinaison, on va préserver la surface oculaire en sachant que des combinaisons sans conservateur arrivent sur le marché. Donc, voyons l'efficacité. L'efficacité, j'ai tiré ça récemment d'un article de notre ami Caranta. Tu l'as peut-être pris aussi, toi. Hein, Caranta, qui est le frère de Magdalena. Vous connaissez Magdalena, cette fille si sympa à Lyon, hein, qui fait de la rétine. Son frère est professeur d'ophtalmologie à Rome. Et là, je donne les verges pour me faire battre quand même. Puisque dans ce schéma, on montre que tout compte fait, les combinaisons, les produits actifs donnés séparément sont plus actifs que les combinaisons. Vous voyez, il y a ce qu'on appelle ici favors FC, c'est fixed combination, puis ici favors UC, c'est les produits séparés. Et effectivement, il y a une controverse là aussi, tout n'est pas fixé, parce que Caranta dit bien lui-même qu'on peut discuter les études, mais dans une méta-analyse, les produits actifs seuls marchent mieux que la combinaison. Il y a une explication simple. Enfin, je pense que tu en parleras, Françoise, la pharmacologie est beaucoup plus respectée, notamment, on sait qu'un bêta-bloquant donné le soir a moins d'effet, et c'est peut-être pour ça aussi, mais tu as de bons arguments. Je vais me réfugier sur l'autre côté de l'article en disant que l'efficacité, vous voyez ici, on a comparé par rapport au bêta-bloquant, parce que le timolol, c'est le seul qui est associé pour l'instant, il y en a d'autres dans le pipeline, et quel que soit le type de prostaglandine ici, eh bien, vous voyez que ici, toutes les combinaisons fixes abaissent plus la pression intraoculaire que le timoptol seul. Alors on me dirait encore heureux, d'accord, mais encore fallait-il le démontrer. Ça veut dire en termes d'efficacité, le fait d'ajouter 2 médicaments, on est plus actif que le médicament seul, mais on est peut-être un petit peu moins actif que les 2 produits pris séparément, mais là encore, on peut discuter. La tolérance, comme disait Balzac, il y a des maisons pour cela, et la tolérance, effectivement, très curieusement, alors il y a plein d'échafaudages, de théories, mais même pour une combinaison aussi ancienne que le cozopt, par exemple, le cozopt est mieux toléré que le dorzolamide seul. Alors, il y a des effets anesthésiques de surface avec le bêta-bloquant. Bref, une étude pour le bimatopros, par exemple, on voit que l'hyperémie est diminuée de l'ordre de 40%, de même que également la pigmentation périoculaire. Donc, effectivement, la tolérance locale est de loin meilleure avec la combinaison. Et puis, effectivement, avec l'observance, on entend souvent dire « Ah oui, il n'a jamais été démontré que donner une combinaison fixe, ça améliore l'observance. » Mais si, et ça date de bien avant les prostaglandines, c'est Alan Robin, qui n'est pas n'importe qui avait déjà montré que, vous voyez, que l'association dorzolamide-timolol, l'observance était meilleure. Puis j'adore rapporter cette phrase d'Alan Robin. Il dit, de toute façon, les produits ne marchent pas si les gens ne les prennent pas. Et c'est vrai, effectivement, peu importe s'ils les prennent le matin ou le soir, ils sont coupables, ils disent « ouais, je peux prendre le matin », mais je dis « faites ce que vous pouvez, moi si je devais le prendre tous les jours, j'en louperais, bien entendu, l'important c'est que vous la preniez. Hein. » Donc c'est sûr qu'en avoir sous la forme d'un au lieu de 2 fois, eh ben, c'est beaucoup moins ennuyeux. Quand on a des produits à prendre, nous, pour une angine, c'est sûr qu'on ne prend pas tout, ben, les patients, ils sont comme nous. Alors, que disent les tables de la loi ? Les tables de la loi, pour nous, c'est le GS, et vous savez combien ça a apporté à la pratique. Et effectivement, dans les précédentes éditions, il est absolument déconseillé de commencer par une combinaison, et au contraire, il est fortement recommandé de commencer par un seul principe actif.
on peut dire qu'aux États-Unis, on ne traite même pas les deux yeux à la fois, Howard. Hein, on fait le treatment trial, c'est-à-dire on traite un premier côté pour voir ce que ça donne de l'autre côté, puis voir comment ça réagit. Donc on va reconvoquer le patient, etc., etc., etc. Et là, effectivement, on ne doit pas faire ça. Mais il y a quand même quelque chose de paradoxal dans les mêmes tables de la loi, puisqu'on nous dit qu'il faut faire une prise en charge adaptée aux besoins. Et par exemple, les patients jeunes avec un glaucome avéré ou les patients ayant un atteinte fonctionnelle doivent avoir un traitement plus agressif et un suivi plus rapproché. Alors, c'est un peu paradoxal, n'est-ce pas, entre les deux, hein? Quelles sont les combinaisons fixées en France? Eh bien, dans un excellent article de Jean-Philippe Norman, paru il y a quelques années, la France a toujours eu la chance d'avoir des combinaisons avant les autres. Et on est un des pays du monde où on en avait le plus. Hélas, vous voyez que, grand hélas pour les vieux briscards comme nous, ces deux combinaisons sont sorties du stade, hélas, pour le plus grand mal de nos patients. Et il nous reste, Dieu merci, celle-là. Et puis, celle-là, je vous rappelle qu'aux États-Unis, ils en ont 2 seulement sur le marché, et nous, on en a quand même encore 5. Alors, est-ce que les médecins sont malhonnêtes? Est-ce que les médecins sont poussés par les laboratoires qui, théoriquement, font plus d'argent avec des combinaisons? Alors, on va dire, ben, voilà, la malhonnêteté des médecins, tu parlais de l'ARS, hein, ils peuvent dire, ben, regardez, les médecins sont intoxiqués en France par les labos, il ne faut pas donner de combinaison. Regardez, entre 2005 et 2012, il y a 7 ans, eh bien, le marché total des combinaisons a été multiplié par 2, et celui des combinaisons associant des prostaglandines, c'est en vert, par 2,6. Mais cette malhonnêteté est contagieuse à toute l'Europe, puisque nos collègues européens font exactement comme nous. Donc il y a un engouement pour les combinaisons qui n'est pas lié uniquement à notre malhonnêteté. Les collègues ne sont pas fous. Si on prescrit des combinaisons, c'est qu'il y a un intérêt. C'est qu'il y a un intérêt. Alors plutôt de dire « Oh, les combinaisons, il ne faut pas en donner, il ne faut pas en donner », c'est un peu comme... Alors c'est faux, hein, on a attribué au pape le fait au précédent, le fait qu'il dise il ne faut pas mettre de préservatif pour lutter contre le sida. C'est faux, c'est-à-dire il n'a pas dit ça. Mais néanmoins, en prenant cette métaphore, on pourrait, quand il y a quelque chose qui se passe, on peut dire ça n'existe pas. De facto, ça existe, et plutôt que de condamner les gens, il faut peut-être se dire mais pourquoi ça marche si bien, tout compte fait, hein? Et donc toute l'Europe marche avec ces combos. En pratique, et pour conclure, et pour donner la parole à Françoise, je pense que je t'ai laissé la moitié du lit, hein, Françoise, à peu près. Hein, oui, c'est ça. Tout à fait, je confirme. Ah, tu confirmes. Tu fais les dredons, hein, tu fais le traversin entre nous deux. En fait, je ne veux pas faire du prosélytisme et dire qu'il faut donner une association en première intention. Ça n'aurait pas de sens. Je n'ai pas développé un sujet que j'aurais pu développer. C'est le nombre de visites qui vont succéder, puisqu'on sait, c'est Jean-François qui avait bien développé ça, et c'est bien développé dans la nature. Ce qui coûte cher, ce n'est pas le produit, c'est les visites qu'il faut faire. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre tout le monde à 10, ça n'aurait pas de sens, il faut donner un traitement juste, n'est-ce pas? Mais plutôt que de s'exciter et de dire « ouais, pas de combinaison », est-ce qu'il n'y a pas des cas sélectionnés, et le cas de mon collègue que je vous ai montré, qui pourraient bénéficier d'une combinaison en première intention? Et je ne vous cache pas, puisque je vous montre les guidelines, je fais partie, comme plusieurs d'entre vous, de la révision des guidelines, et on doit se réunir à Gênes le 30 mai et le 1er juin pour mettre tout ça au point. On a déjà bien travaillé sur la question, que beaucoup de personnes qui ont travaillé, moi je travaille entre autres sur le traitement médical, on aimerait que maintenant, dans les tables de la loi, apparaisse un petit alinéa en disant que dans des cas sélectionnés, eh bien, on puisse commencer par une combinaison. Je ne vous cache pas qu'il y a des forces qui sont contre, et on va discuter de ça. J'aimerais remercier également le SFG pour mettre en exergue et publiquement des contradictions que se posent tous les jours des collègues. Ce matin, il a été question ici d'OCT et champs visuels. C'est vrai qu'on peut s'arc-bouter en disant « ouais, il faut faire absolument des champs visuels », mais il y a des cas où peut-être l'OCT peut peut-être suffire, puis on peut peut-être suggérer, par exemple, est-ce qu'on doit nécessairement faire une tonométrie de Goldman chez tout le monde? Mais c'est peut-être pour une autre fois, et maintenant je te laisse la place, chère Françoise. Merci de votre attention. Oui.